la formule de Trump, la formule qu'on a entendue il y a quelques minutes, c'est une guerre européenne. Elle a quelque chose d'inquiétant pour nous, Européens de l'Ouest, parce que les Russes sont en train de s'exercer à des exercices pour avancer en direction de l'Ouest. C'est cet exercice Zapad 2025, Bild cite notamment le ministre des Affaires étrangères de l'Estonie. Si les combats en Ukraine cessent, la menace qui pèse sur nous augmentera, avec un risque de bombardement. Cet exercice Zapad, c'est un exercice de grande ampleur. 13 000 soldats russes transférés en Biélorussie. Le prochain exercice se prépare, ce sera pour la mi-septembre. Il a lieu tous les 4 ans. Et évidemment, pour les Baltes, dans les circonstances présentes, c'est un sentiment que vraiment la Russie leur souffle dans le col. Ils ont toujours été très inquiets quand il y avait des exercices Zapad. En fait, c'est les régions militaires russes. Il y a des exercices militaires Vostok, donc à l'est. Maintenant, ils s'entendent avec les Chinois, ça va. Mais à l'époque, leurs exercices étaient fondés sur une invasion de la Chine ou une réaction à une invasion chinoise. Donc, à chaque fois, il y a effectivement cette inquiétude. Mais c'est les régions militaires. Et déjà, je me souviens, en 2018, quand j'y étais, panique chez les Baltes. Bon, alors il se trouve que c'était des vrais exercices, où d'ailleurs l'OSCE était observatrice. Aujourd'hui, on sait que des exercices peuvent déboucher effectivement sur une invasion, puisque c'est ce qui s'est passé avec... Oui, expliquez bien ça, pardon, juste ça. Général, hier sur ce plateau, Michel Goya disait, attention, Zapad, c'était déjà la répétition générale avant d'attaquer l'Ukraine en 2022. Donc c'est pas... On est là sur quelque chose de très dangereux. La Tchécoslovaquie en 1968 aussi, c'est un exercice qui simplement a débordé. Oui, donc, beaucoup débordé. La Géorgie en 2008. Ils ont une tradition, voilà. Le Zapad en 2011 ou 2013, je me souviens plus, 2011. Le thème de Zapad, c'était le Latgale, une région de la Lettonie, russophone, où forcément les russophones étaient, comment on appelle ça, persécutés. Et donc la mère patrie volait au secours de ses enfants, et donc il piétinait la moitié de la Lettonie, et ça se terminait avec un tir nucléaire dit de désescalade. Alors les missiles ne sont pas partis, mais le pas de tir était là, et tous les journalistes étaient là, et Poutine aussi. Et à l'époque, la notion de tir nucléaire, de désescalade est une notion qui reste à expliquer. Oui, c'est intéressant. Et donc là, les ambassades, je me suis en comité militaire de l'OTAN, il y avait le représentant russe qui avait été, à l'époque, on se parlait, et donc il avait une réponse très à démonter, il n'y a rien à voir, quoi, au sens, on fait des exercices, oui, et alors, les scénarios, on les invente, c'est fictif. Je ne vois pas le problème, si vous voulez. Alors, par souci d'objectivité, il convient peut-être de signaler que la semaine dernière, l'OTAN a conduit des exercices arctiques à quelques kilomètres près de la frontière russe en Finlande. Donc, il y a exercice et il y a exercice. Je salue, monsieur l'ambassadeur, votre souci d'objectivité. Ça vous... Voilà. Mais nous savons que nos exercices ne franchiront pas la frontière. Alors qu'il y a une notion de ligne discontinue côté russe. Sylvie. Non, mais je veux dire, nous savons que l'OTAN est défensive. Sauf que les Russes ne perçoivent pas l'OTAN comme défensive. Et vous avez rappelé quand même l'affaire du Kosovo, où effectivement il y a eu des bombardements. Il y a eu des bombardements sur la Serbie. Il y a eu un bombardement contre l'ambassade de Chine. Je veux dire, tout ça était illégal en réalité, puisqu'il n'y avait pas de validation des Nations Unies. Et donc c'est perçu comme une guerre d'agression de la part de l'OTAN. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a toute une école, qui n'est pas bien sûr la nôtre, mais toute une école menée par ce professeur à Harvard qui est Jeffrey Sachs, et en fait, Trump et J.D. Vance s'inscrivent dans cette école, qui considère que les torts sont partagés, que l'OTAN a été incroyablement provocateur, qu'il n'a pas écouté Poutine, qu'il n'a pas cessé de s'étendre vers l'Est, qu'il a renié les promesses qui avaient été faites par Gorbatchev par Baker à Gorbatchev, et que donc c'est l'OTAN qui s'est trompé à provoquer la Russie de Poutine. Alors nous, Européens, nous croyons pas ça, parce que nous pensons que effectivement les Ukrainiens ne menaçaient pas la sécurité de la Russie, et que
Poutine pouvait très bien concentrer ses efforts sur autre chose, parce qu'il a 17 millions de kilomètres carrés à développer, qu'il aurait très bien pu mettre son argent. Mais pardon, Renaud, quel que soit l'enchaînement des responsabilités de la part des uns et des autres, la réalité, c'est ça, c'est cet exercice assez menaçant aux portes de l'Europe. Le fameux Z de Zapad, regardez, quand on voit les Z qui avaient été gravés notamment sur les chars, sur tout ce qu'ils appellent l'opération spéciale au début de la guerre en février 2022, c'était déjà le Z de Zapad. Donc effectivement, ce symbole... C'est sûr, les Z de Zapad, le V de Vostok et le 0 pour le centre, oui. Donc, ça laisse quand même un arrière-goût un peu inquiétant, quoi, parce qu'on se dit que chaque fois que le Z est sorti, c'est pour dire, allez, on va vers l'ouest. Mais il y a beaucoup de choses inquiétantes. Je vous rappelle que Poutine, quand même, a transporté ses armes nucléaires en Biélorussie, que Biélorussie, il pousse Loukachenko à entrer dans la guerre aux côtés des Russes, et donc d'ouvrir le second front sur l'Ukraine de l'autre côté, en fait, ce qui, bien évidemment, poserait énormément de problèmes aux Ukrainiens. Donc les Ukrainiens regardent ces exercices, ces manœuvres, avec encore plus d'inquiétude que les pays baltes. Non, mais c'est vrai que quand on a... c'est intéressant que le général Yakovlev nous ait rencontré ces manœuvres. C'est que quand, effectivement, on fait... Quand le scénario est qu'on va, en Estonie, protéger des Russes, bon... Ça sent mauvais quand même. Ça sent mauvais, parce que même si c'est un scénario rêvé, on y croit quand même un petit peu, si vous voulez. On ne fait pas jouer à l'exercice. Moi, j'ai joué... quand j'étais chasseur alpin, chef de section de combat, à des manœuvres, et c'était contre les Russes, et c'était justifié à l'époque, puisque quelques années plus tard, les Russes ont descendu en plein ciel, les Soviétiques à l'époque, en plein ciel, à 747 de Korean Airways. Donc on y croyait, si vous voulez, à l'ennemi rouge, on y croyait. Donc eux, dans un scénario, ils y croient, et donc effectivement, il faut se méfier. Et je trouve qu'on nous sommes assez bien avisés, parce que l'Estonie est alliée 2 fois à la France, par l'OTAN et par l'Union européenne, et donc nous sommes bien avisés de déployer à l'avance des troupes, comme nous l'avons aujourd'hui, des troupes ou des chasseurs bombardiers Rafale en Estonie, pour que les Russes comprennent bien que s'ils attaquent l'Estonie, ils devront tuer des soldats français et anglais, parce qu'il y a aussi des Anglais qui sont déployés. Et ça répondra aussi à la question qu'on a discutée tout à l'heure. Vous savez, le front à l'est de l'Ukraine actuellement, ce n'est pas toute l'armée russe. Et même, c'est pas du tout l'armée russe. En fait, ce sont les volontaires qui ont été mobilisés pour de l'argent. Les gens qu'on a sortis de prison, ils sont encadrés par une partie de professionnels, d'officiers de carrière, mais en même temps, ils sont en train de construire des nouvelles casernes sur la frontière finlandaise, sur la frontière avec les pays baltes. Et donc, dans ces exercices-là, c'est pas ceux qui sont sur le front de l'Ukraine qui vont participer. C'est d'autres qui vont participer. Et donc, si vous voulez, la Russie, en fait, Poutine militarise complètement son pays. Je vous rappelle qu'actuellement, la moitié du budget russe est consacré à la chose militaire. La moitié, 50%. Regardez le missile Yars, puisque les renseignements ukrainiens, qui souvent, et rappelez-vous, au début de la guerre en février 2022, ont évidemment des informations privilégiées, considèrent que les Russes préparent un tir d'essai, on ne sait pas très bien si c'est d'essai, d'exercice, Nathalie Schrein, ou préparé, mais ce missile balistique intercontinental Yars. Explication là-dessus, général Yakovlev. Pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient un missile comme cela, même porteur d'une charge conventionnelle? C'est en tout cas visiblement l'hypothèse faite par le renseignement ukrainien. Oui, c'est comme pour l'Oreshnik. Je pense qu'ils veulent faire une démonstration de capacité, mais le Yars existe depuis un certain temps. Personne ne doute de sa capacité. Ils ont des tirs à faire de temps en temps. Tout comme nous, on fait en gros 1 fois par an un tir de missile balistique. On teste la série de production, on teste les procédures, etc. Donc, ils se préparent sans doute, où ils ont failli se préparer, enfin on n'en sait pas très bien, enfin bref. On sait plus ou moins. Ouais, donc, ça n'a pas marché. Donc oui, mais alors après ils vont réparer le truc, ils vont fusiller les 2 gars qui l'avaient mis en batterie, puis ils les remplaceront, puis vous voyez ce que je veux dire, et le sketch recommencera. Donc ils feront un tir un jour, je pense, parce qu'ils en ont à tirer. Et pardon, ça se fait en conditions réelles, jusqu'à quel point?
Comment ça? Ça se fait en conditions réelles, ils tirent où? Il y a des Ah oui, en Sibérie. On fait a priori, c'était à Kapustin, c'était non, c'est tout à droite sur la carte. C'était autour de Sverdlov, je crois. Ouais, et donc un missile qui, a priori, traverserait toute la Russie. Alors, soit il retombe sur un polygone en Russie, ce qui est légal, soit c'est des têtes inertes qui retombent sur l'Ukraine, qui n'est pas un polygone officiel, et voilà, comme ils l'ont fait pour l'Oreshnik. Mais en réalité, personne ne doute de cet engin, le Yars, est déjà en service depuis je ne sais pas combien d'années. Voilà, donc voilà, c'est pas une nouveauté. Depuis le début, Poutine, il nous parle de ces nouveautés. Ça y est, on a changé la guerre et tout. Sarmat et compagnie. Le Sarmat qui n'est pas admis au service actif. Avec le dernier essai, comme il a détruit son pas de tir, pour l'instant, ils sont calmés. Voilà. Donc, il y aura peut-être un essai, oui. Est-ce que ça reste l'explication pour laquelle les Européens et les Américains, pour l'instant, par exemple, ne vont pas de l'avant dans les sanctions, ne sont pas plus offensifs à l'égard des Russes? Ça reste une explication. Pourquoi ils ont tiré ça? Parce qu'il le faut. Vous pouvez reprendre toutes les conversations avec Trump, toutes les rencontres avec Witkoff. Il y a eu à chaque fois quelque chose. Il y avait une provocation, soit une frappe particulière sur l'Ukraine, soit un tir comme ça. Et donc là, c'était pour le coup de fil de Trump. En fait, ils ont voulu tirer ça juste la veille ou la veille du coup de fil de Trump. Est-ce que c'est dangereux Est-ce que c'est dangereux de laisser un répit à la Russie? C'est-à-dire que tout ça, si c'est pas utilisé, s'ils sont pas obligés, disons, de mettre un certain nombre d'efforts sur l'Ukraine, ils se referont pour attaquer plus tard. Le Bild cite un certain nombre de responsables européens. Soyons honnêtes, si la guerre continue, Zapad 2025, on parle toujours de cet exercice, ne restera qu'une simple manœuvre, car les forces clés seront occupées ailleurs. Si elle se termine, donc s'il y a une cessation des combats, dit Bild, ici des responsables européens, selon les conditions de la Russie, alors Zapad pourrait marquer le début d'une nouvelle guerre contre les Européens. Il y a Vance qui a répondu à cette question. En fait, il a dit les Russes ont maintenant transformé leur économie en machine de guerre. Ils ne peuvent plus reculer, en fait, parce que s'ils reculent, ça veut dire que la moitié de la population va se retrouver sans boulot, parce qu'actuellement, ils ont de l'argent qui est par les entreprises militaires. Ils vont se retrouver avec 1 million de personnes en armes qui vont se retirer dans le fin fond du pays. Mais comme ils ont pris l'habitude, en fait, de tuer, donc ils vont commettre des crimes. C'est ce qui déjà se passe quand il y a des permissions pour les gens qui rentrent. Et donc, Poutine, en fait, ne veut pas s'arrêter et quasiment ne peut pas s'arrêter avec cette guerre. Il est piégé en quelque sorte. Oui, mais son économie ne peut pas durer éternellement à ce rythme-là. Depuis 2022, il y a des maisons sérieuses, le journal The Economist qui a fait une longue étude, etc., qui disent il peut faire la guerre très longtemps, mais pas à ce rythme-là. Ouais. Donc là, on ne fait pas un marathon au rythme du 800 mètres. D'ailleurs, il y a l'agence de notation chinoise qui aujourd'hui a déclassé la Russie par rapport à l'état de son économie. Ce qui est certain, Darius, c'est qu'il y a une dynamique de guerre, depuis 3 ans, qui, au lieu de se réduire, s'accroît. Ces images, ces manœuvres de l'OTAN ou des Russes le montrent. C'est inquiétant, il faut bien sûr s'en inquiéter. Et personnellement, je remercie le président Trump d'essayer de désamorcer cette dynamique de guerre. Si effectivement, dans 2 semaines, il n'y a aucun résultat, eh bien, effectivement, je regretterai et je dénoncerai, monsieur l'ambassadeur, l'inefficacité du président Trump en termes de diplomatie. Pour le moment, j'attends de voir ce que ça va donner dans les 2 prochaines semaines. De ma part, je serai le premier à saluer un aboutissement positif de cette négociation, à commencer par un cessez-le-feu. Voilà, c'est ce que nous souhaitons tous. À promouvoir Trump pour son prix Nobel de la paix. Avançons. Je n'y crois pas. Alors ça, on touchera. On croira au miracle si vous soutenez Trump pour le prix Nobel de la paix.